Bon, Passez au plein écran. Voilà. Essayez de défiler. oui, je suis en plein Comme ça, on écran, n'aura oui. pas de surprise. OK. Ça va. Voilà, très bien. Ok, on commence. Alors, je vous laisse vous OK. présenter. Ça OK, sera merci, plus madame. convivial. Oui, c'est le professeur Awamari, médecin chef du service d'anesthésie et réanimation CHU de Sétif. Très ravi de partager ce moment avec vous et mes collègues, professeur Chiban et mes collègues professionnels d'anesthésie. Donc, bonjour à toutes et à tous. C'est dans le même sens, dans le cadre de la... On a perdu votre présentation. Il est où? On l'a carrément perdu. Je savais, le son n'était pas très très... Oh, j'espère. Voilà. On peut avoir une ou deux questions, je ne sais pas si... Oui, exactement. Non, 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 il n'y a plus de questions, hein. Poser Il n'y a mes que des questions. présentations. Allez-y, professeur, il est revenu. Reprenez le partage, professeur. Il a un problème de connexion, je pense. Professeur Chiban, je pense que la Wamri est en train d'essayer de se connecter. On peut profiter de prendre une ou deux questions. Oui, bien sûr. Normalement. Je ne Normalement, sais ils pas ce s'écrivent que, leur je ne sais test. pas ce que la personne qui a posé la question concernant le diagnostic différentiel, est-ce qu'il est satisfait de ma réponse? Alors, Oppo CPH, vous êtes satisfait? Vous pouvez répondre, docteur. Monsieur Oppo. Alors, comment, comment reconnaître le débit d'oxygène en paire opératoire? Le débit, D'oxygène en paire opératoire. ça dépendra de la machine que vous utilisez, c'est-à-dire l'appareil d'anesthésie que vous utilisez. Maintenant, c'est le Omeda, Data Omeda, c'est un bouton, il y a un bouton derrière la machine qui est réglable. En tout cas, il ne faut jamais utiliser un débit de moins de 40 litres minute. Donc, le débit recommandé, c'est 1 litre seconde, c'est 60 litres minute. Donc, il y a un bout, en fonction de votre machine d'anesthésie, de votre station d'anesthésie. Donc, comme par exemple Data Omeda, il a un bouton derrière on règle le débit. Donc, le débit, il est réglable avant l'anesthésie générale. Et pour optimiser l'oxygénation du patient, il ne doit pas être inférieur à 40 litres minutes. Idéalement, c'est 60 litres minutes. Voilà. Je pense qu'il est... Le dragueur, si c'est un dragueur, donc il y a un bouton réglable. Donc il faut le régler à 60 litres minutes pour tous les patients chez lesquels vous faites soit l'anesthésie en masque, soit carrément de l'anesthésie avec intubation. C'est indispensable de dire. Il y a un problème, professeur Lawamri. Non, je ne sais pas, donc il n'y a aucun problème chez moi. Il Vous se coupe essayez de d'un refaire le coup. partage. Essayez de refaire le partage. Oui, Non, vous aviez le son d'accord. qui était un peu perturbé, donc je pense que c'était la connexion. Essayez de reprendre. Oui, certainement. Voilà. C'est visible. Reprenez le plein écran maintenant. C'est bon? Non.
ديابوراما عقبة ديابوراما واحد ديابوراما. Oui, c'est bon, c'est fait. Voilà, je Voilà. pense que c'est un problème de connexion. Voilà, C'est un problème de connexion. On vous entend. Aïe, bismillah. tellement. Il y a une question qui restera pour tout à l'heure. Hein. Aïe. Allez-y. Donc, rebonjour. Je vais switcher quand même sur cette question que j'apprécie très intéressante. Hygiène et anesthésie. Elle est destinée beaucoup plus pour tout le personnel d'anesthésie, mais beaucoup plus pour le personnel cadre, donc les professionnels d'anesthésie cadre, ceux qui gèrent des blocs opératoires ou bien qui sont appelés à gérer des blocs opératoires. Donc, c'est bien le problème de santé publique, c'est notre pain quotidien, c'est l'infection nosocomiale. Et les blocs opératoires ainsi leur SSPI sont une zone à très haut risque d'infection et que nous, professionnels d'anesthésie, nous sommes appelés à contribuer quand même à diminuer ces infections par des mesures préventives universelles, non spécifiques, mais aussi spécifiques à notre domaine d'activité qui est l'anesthésie réanimation. Donc, les blocs opératoires qui sont des structures particulièrement concernées par le risque d'infection nosocomiale en raison du mode de fonctionnement, du type de patient pris en charge et des actes thérapeutiques effectués. Nous sommes tous, on fait affaire à des interventions vraiment selon la classification d'Atameyer. Soit c'est des interventions programmées propres, mais beaucoup d'interventions non propres, donc classe 2 et 3 et 4 d'Altameyer. Et dans la prévention de l'infection, donc fait partie intégrante de notre vie quotidienne, des équipes soignantes dans les blocs opératoires, y compris l'équipe d'anesthésie. Alors, le risque infection nosocomiale en anesthésie. Donc, je parle ici du risque spécifique. Sachez que 5 à 10% des patients contractent une infection nosocomiale lors de leur passage dans un établissement de soins. Les plus fréquentes comme infections, c'est les infections urinaires et surtout sur un sondage vésical. On fait beaucoup de sondes en péropératoire ou bien en périopératoire en général. Les infections du site opératoire, les septicémies sur cathéter, les pneumopathies viennent en second rang, surtout chez les patients ventilés et quand même, elle leur présente la majorité des autres infections hospitalières très communes. Quel est l'impact ou le rôle direct de notre anesthésie? C'est ça le problème qui se pose. Est-ce que nous sommes un peu responsables de cette infection nosocomiale ou non? Oui, il y a une responsabilité, il y a une part. Donc, la responsabilité est différente selon les deux types d'infections. Donc, on a ces deux types. On parle des infections à distance et des infections du site opératoire. C'est quoi les infections à distance? C'est tout ce qui est lié aux techniques anesthésiques, surtout invasives, les accès vasculaires, le contrôle des voies aériennes par l'intubation, etc., lors de l'anesthésie générale. Les arbres rachidiens péridurales lors de l'anesthésie loco-régionale, etc. Et les infections du site opératoire. Est-ce que ces infections du site opératoire relèvent directement de la chirurgie, de l'instrumentation, ou il y a une part, bien sûr, de l'anesthésie? Ces infections qui sont directement, normalement liées à l'acte chirurgical, leur survenue dépend de plusieurs facteurs de risque, liés au patient, c'est vrai, liés à l'acte lui-même, mais aussi liés à notre attitude anesthésique. Vous connaissez bien que le stress chirurgical, la douleur, les produits anesthésiques qu'on utilise jouent un rôle dans cette infection par au moins la dépression de la réaction immunitaire. Et bien sûr, nous sommes
collaborateur direct au niveau des salles opératoires. Donc, notre comportement va influencer l'émergence, bien sûr, de cette infection. Donc, c'est l'ensemble des personnes qui sont présentes en salle opératoire et qui participent à l'aérobiocontamination. C'est l'aérobiocontamination qu'on va essayer de prévenir, qu'on va essayer de travailler sur. Nos pratiques et comportements anesthésiques à risque relèvent schématiquement d'une des trois situations. La première, c'est l'utilisation d'un matériel mal décontaminé, non désinfecté, la réalisation d'actes contaminants, de procédures effectuées sans les règles de base d'asepsie et l'adoption d'un comportement ou d'une organisation du travail inappropriée. La gestion du risque, comment on va le gérer? Le risque infectieux en anesthésie est géré par deux procédures de prévention. La première, c'est la prévention des contaminations maniportées et celle du risque professionnel. Et la deuxième attitude, c'est la prévention des infections liées au matériel et à l'environnement. Bon, je commence par la prévention de la contamination maniportée, celle des risques professionnels. Et je commence par tout ce qui est universel, donc l'habillage au niveau des blocs. Donc, il ne faut pas se distinguer, se démarquer des autres professionnels du bloc opératoire. Donc, tenue et comportement général. La tenue est composée classiquement, vous connaissez très bien, d'une tunique, d'un bonnet ou charlotte, d'un masque. Le masque doit être correctement porté pour éviter les projections des gouttelettes de flux, mis ou enlevé après, avant le lavage des mains et changé bien sûr régulièrement selon les prescriptions préconisées par le fabricant. En général, chaque 3 heures, il doit être changé ou bien s'il est souillé. Le sabot et les surchaussures qui ne doivent pas sortir du bloc opératoire. On évite en général les sabots en bois parce qu'ils sont impossibles à désinfecter. Le déplacement au bloc opératoire, donc le déplacement de salle en salle ou vers la salle de réveil doit être le plus limité possible, au strict minimum. Il entraîne des mouvements d'air qui vont dissimer un peu des particules en suspension. Et donc, il faut se limiter au strict mouvement minimum. Et l'hygiène des mains. Tout le monde est concerné par cette problème. Allô? Alors, on vient de le perdre. Alors, je vais profiter pour répondre aux questions. Oui, vous avez deux questions. Alors, il y a je vais commencer par la dernière question. Vous m'entendez bien, docteur Gouin? Oui, on vous entend très bien. Alors, la question, si la PaO2, la SPO2 est à 90, la PaO2 sera de combien? Alors, juste, si vous parlez de la P grand AO2, je ne peux pas le savoir parce que la P grand AO2, c'est la pression alvéolaire de l'oxygène. Alors, si vous parlez de la P petit AO2, c'est la pression partielle en oxygène dans le sang artériel, alors ici, c'est à peu près, je vais vous le dire, je vais vous répondre par ce qu'on appelle la courbe de dissociation de l'hémoglobine, la courbe de Barcroft. Vous savez que la courbe de Barcroft, c'est une courbe qui a deux parties. Une partie curviligne au début, donc verticale, après il devient, on va dire, horizontal. Et justement, le point de coupure, c'est 95%. Donc, la SPO2, la saturation à 95% correspond à une PO2 de 60 mm de mercure. Et quand vous avez une saturation à 95%, une SPO2 à 95%, vous avez une PO2 inférieure à 60. Je laisse mon collègue continuer. Normalement, il n'est pas... Ah, il a perdu. Activez votre micro.
Professeur Lawamri, Alors, activez votre... Voilà, très bien. je suis. J'étais coupé où exactement reprendre? Je ne sais pas où. C'est pas grave. Vous étiez au lavage des mains. Vous avez dit que le lavage des mains était important et que vous êtes d'accord. Je pense que c'est la prochaine plaque. Voilà, donc c'est l'hygiène. Quand on parle d'hygiène des mains, oui, l'hygiène des mains, c'est beaucoup plus le lavage et les autres procédures en général. Vous avez et le lavage et l'antisepsie des mains et bien sûr le port de gants, le port réfléchi des gants. Quant au lavage des mains, donc c'est un lavage simple avec du savon liquide ordinaire lors de la prise de travail et l'entrée au bloc opératoire. Un lavage antiseptique, encore on l'appelle hygiénique, avec du savon liquide antiseptique avant toute manipulation de matériel stérile, tout geste aseptique. Et le lavage chirurgical avec du savon liquide antiseptique, et c'est selon les techniques connues, universelles, donc lors de gestes invasifs, type anesthésie, cathétérisme, etc. L'antisepsie des mains est réalisée avec une solution en général antiseptique, hydroalcoolique, selon les circonstances techniques connues. Ou comme des fois, comme alternative, on va voir les situations où nous sommes appelés à faire cette antisepsie avec de la solution hydroalcoolique. Et le port de gants. Le port de gants, il obéit quand même à des règles. Un gant, un patient et un soin avec des mains propres et sèches. Donc, Il a un problème de connexion, mon collègue. Non. Il a vraiment un gros problème de connexion. Peut-être qu'il faudrait qu'il se mette sur la 4G sans le commander parce que c'est pas évident. Hein. Alors donc, je vais profiter de ce moment-là. Alors, je disais que la saturation, la SPO2, qui est la percutanée, okay, c'est un gadget qu'on utilise, soit lié à un moniteur, soit carrément le gadget de saturation qui se vend. Donc, une SPO2 de moins de 90 correspond à une PaO2, pression partielle de l'oxygène dans le sang artériel, de moins de 60 mm. Donc, ça veut dire que c'est grave. Ça dépendra en fait de la situation clinique. Donc, ben, oui, continue. oui, OK. Donc, je vous ai dit, l'hygiène des mains, c'est le lavage, c'est l'antisepsie plutôt des mains, mais aussi c'est le port des gants, donc qui obéit à une règle d'or, donc un gant pour un patient et pour un seul soin. Donc, il ne faut pas garder quand même les gants tout le temps parce que ça va être une source d'infection, ce qu'on appelle les infections croisées. Alors, voici les règles d'antisepsie. Donc, le respect des différentes étapes de l'antisepsie cutanée pour les gestes invasifs, lavage antiseptique des mains de l'opérateur, lavage de la peau du patient avec un savon liquide antiseptique, et bien sûr, n'oublie jamais le rinçage et le séchage surtout. La décontamination impérative, des bouchons, des flacons de perfusion et de produits anesthésiques après avoir ôté l'opercule, des robinets à 3 voies lors de toute manipulation, y compris ceux qui comportent la valve anti-retour, les bouchons perforables, et le changement, bien sûr, des seringues. Il est obligatoire entre 2 patients, y compris pour les seringues contenant les morphiniques et les curares, chose qu'on voit rarement avec nos confrères anesthésistes. Donc, se protéger.
contre quelques infections, surtout les infections virales, donc de l'hépatite B, l'hépatite C et le VIH. Donc, après effraction percutanée, surtout les lésions à risque, c'est les piqûres contaminantes, ces piqûres qui sont secondaires beaucoup plus. Le risque est plus élevé plutôt avec les seringues souillées avec du sang, perforées. Et vous avez comme statistique, on peut être séropositif, une séroconversion jusqu'à 40% avec l'hépatite B. Donc, c'est pour cette raison, il est obligatoire d'être vacciné, tout le professionnel des blocs opératoires, d'être vacciné contre l'hépatite B. Ainsi, les facteurs majeurs de contamination, donc c'est les blessures profondes avec une aiguille creuse contenant du sang ou un matériel et ont servi à l'abord vasculaire. La transmission d'autres particules virales aussi semble possible par même la fumée produite lors de l'utilisation du laser. Comment on prévient ce risque? Donc, c'est l'application tout simplement des précautions universelles et les précautions standards et l'utilisation, bien sûr, du matériel de sécurité et on fait la preuve de leur efficacité et surtout une bonne organisation du travail. Voici un tableau qui résume les précautions universelles et vous avez les 9 items. Donc, les gants doivent être utilisés pour tout contact avec le sang. Les mains et la peau doivent être lavées immédiatement en cas de projection de sang. La prévention des accidents par piqûre doit être organisée. Les collecteurs, l'interdiction de recapuchonner les aiguilles. Donc, n'essayez jamais de recapuchonner l'aiguille. Il faut la jeter dans l'ancillaire spécifique directement. Le port de masque et de lunettes qui est impératif dans les situations où il existe un risque d'aérosol et de gouttelettes à partir du liquide biologique. Les tabliers efficaces doivent être portés en cas de risque de projection. Le matériel de réanimation doit permettre d'éviter le bouche à bouche. C'est inadmissible dans une structure hospitalière de continuer à faire quand même le bouche à bouche. Ceux qui ont des lésions cutanées, exsudations, dermatoses doivent être écartés quand même. Ça ne reste momentanément du contact direct avec le patient. Les lignes et matériels souillés par du sang et les liquides biologiques doivent être emballés avant leur sortie du bloc opératoire et du service, et des mesures, bien sûr, d'isolement spécifiques, complémentaires, qui doivent être prises lorsque le patient est connu comme contaminant. Et aussi les précautions standards, donc c'est des précautions qui doivent être aussi promues, donc pour de gants non stériles pour tout contact avec le sang et les liquides biologiques, un lavage des mains simple, non antiseptique après ablation des gants, porter un masque et des lunettes de protection s'il y a un risque de projection, s'assurer que le matériel réutilisable est correctement nettoyé avant usage chez une autre personne, et bien sûr prendre quelques mesures pour empêcher les blessures avec les objets piquants et tranchants. Maintenant, je passe à la prévention des infections, mais cette fois-ci liée au matériel et à notre environnement. Et comment faire la procédure d'entretien du matériel médico-chirurgical en anesthésie. Et vous avez classiquement les 3 catégories de matériel avec les 3 procédures et les 3 étapes. C'est la règle des 3. Les 3 matériels sont le risque de contamination. Vous avez un matériel contaminant, plutôt non critique, un matériel semi-critique et un matériel critique. Donc, en anesthésie, pour notre matériel, quels sont les matériels qui sont non critiques? Donc, c'est ce matériel qui est en contact avec une peau saine. Et vous avez les exemples, le garrot, pince de cochère, le plateau, brassard de tension, les stéthoscopes. Donc, c'est du matériel qui est classé matériel non critique. Le semi-critique, c'est tout matériel qui peut être en contact avec une muqueuse, mais sans lésion, sans effraction de celle-ci.
Et donc, vous avez les masques, le ballon remplisseur, le ballon d'anesthésie, les canules, le Guédel-Maillot, la lame du laryngoscope, les sondes d'intubation et les masques laryngés, la pince de magie, les mandrins, l'ouvre-bouche, et éventuellement le fibroscope bronchique pour intubation difficile. Et vous avez le matériel critique, et c'est celui qui pénètre un tissu stérile ou le système vasculaire. Donc, c'est tout ce qui est cathlon, donc cathéter veineux artériel, cathéter péridural, aiguille de rachianesthésie de péridurale, canule de trachéotomie, et la liste quand même qui n'est pas exhaustive pour les trois types de matériel. Et selon ce type de matériel, vous avez les trois procédures, donc trois procédures, P1, P2, P3, avec les trois étapes. Les trois étapes sont obligatoires pour les trois procédures. Donc, décontamination, nettoyage et désinfection, stérilisation. Donc, c'est ça les trois étapes. Donc, pour un matériel qui est classé non critique, les deux étapes suffisent en général, décontamination, nettoyage. Et on va qualifier le matériel, après ces procédures, des matériels propres. Pour le semi-critique, il faut une désinfection quand même comme troisième étape par immersion. Et on va parler d'un matériel désinfecté. Mais pour le matériel critique, il faut une stérilisation comme troisième étape et on va le qualifier d'un matériel stérile. Deuxième étape, c'est l'entretien des surfaces et du mobilier en anesthésie. C'est un nettoyage décontaminant, donc on peut le qualifier de bio-nettoyage, et c'est une opération physico-chimique, donc on va utiliser du physique et bien des produits chimiques type détergents, dépoussiérants, etc. Les matériels et surfaces concernés en anesthésie sont tout notre plan de travail, de chariot, les plateaux d'anesthésie, et le corps des différents appareils, donc du respirateur, du moniteur de surveillance, des appareils de stimulation nerveuse, générateur d'air chaud, couverture chauffante, matelas chauffante, réchauffeur de sérum et réchauffeur de produits sanguins, et bien sûr, la liste n'est pas exhaustive. Comment et quand on fait ce nettoyage? Donc, le plan de travail et les plans de travail plutôt sont nettoyés immédiatement lors des souillures, entre deux gestes en fin d'intervention et en fin de journée dans le cas de l'entretien du bloc. Donc, c'est la fréquence de nettoyage. Et comment, je vous ai dit, c'est une opération physico-chimique. Donc, avec des mains gantées, c'est les gants d'entretien en général, encore appelés gants de ménage. Il faut préparer quand même notre solution détergente décontaminante, qu'il faut la renouveler au minimum chaque jour, respecter les concentrations préconisées par le fabricant et procéder à un essuyage humide avec une chiffonnette réservée à cet usage. Troisième volet, c'est le matériel de ventilation. Le contrôle de la ventilation est indispensable au cours de l'anesthésie. Donc, tout à l'heure, je peux rebondir sur ce que le professeur Chiban nous a dit. Donc, c'est une source d'infection, surtout pulmonaire, non négligeable, même en périopératoire. Donc, le contrôle de la ventilation nécessite du matériel et des techniques qui peuvent être à l'origine de cette infection. Donc, ce matériel est en contact de micro-organismes naturellement présents dans les voies aérodigestives supérieures de tous les patients. Il peut être responsable de contamination croisée, donc soit par l'intermédiaire des mains du personnel, lors des gestes, donc intubation, extubation, aspiration, soit du fait d'une contamination et d'un nettoyage insuffisant et d'une désinfection ou une stérilisation inadéquate du matériel utilisé. Pour la ventilation mécanique, vous avez bien sûr le ballon gonfleur, vous avez le circuit de ventilation manuelle. Donc, ce circuit nécessite une décontamination nettoyage avec l'étape 1 et 2. Et tout le matériel qu'on utilise supporte cette décontamination nettoyage.
La stérilisation des infections, l'étape 3, elle concerne beaucoup plus les masques faciaux. C'est un matériel semi-critique. Et quelques surfaces en contact directement avec des liquides biologiques de la sphère ORL. Donc, les autres éléments du circuit de ventilation manuel, type valve, ballon, tuyau, sont traités en fonction des deux situations suivantes. Si le circuit est utilisé sans filtre antibactérien, donc ces éléments doivent faire les deux étapes P1, P2 entre chaque malade, donc entre les malades. Et si on a le privilège d'utiliser des filtres, donc c'est chaque jour, chaque fin du programme, donc on fait ce nettoyage des infections. De l'intubation, vous avez le matériel d'intubation qui est un matériel classé non critique et une autre partie classée semi-critique. Donc, quel est le matériel non critique? Donc, c'est beaucoup plus ce qu'on utilise sans contact direct avec la peau. Donc, les différents raccords, les seringues pour gonfler le ballonnet, le manomètre du ballonnet, la manche du laryngoscope, les flacons d'anesthésie locale, le ruban adhésif pour la fixation de la sonde. Donc, pour les différents raccords, ils sont soit à usage unique, livrés par la sonde d'intubation, soit ils sont réutilisables. Le manche du laryngoscope doit être au minimum décontaminé. Et le matériel annexe, indispensable à l'intubation. Donc, vous avez le flacon d'anesthésique local pour pulvérisation, le ruban adhésif et la seringue qui doit être quand même changée entre chaque